Chez moi, c'était monopole de disputes. Enfant ou pas enfant. Ça veut dire que j'avais des disputes avec leur père tous les jours. Parce que déjà, en fait, on ne supportait pas. Tu sais, quand tu es dans la chambre et que tu entends un couvert qui tombe par terre, une claque qui se porte, boum, tu restes pas dans la chambre. Double vie. Ça veut dire que quand tu sortais dehors, tout va bien. Mais en réalité, tout va mal chez moi. Et il y a le cadet, celui qui me suit. À l'époque, il avait 11 ans seulement. Il avait 11 ans seulement. Il s'est mis entre nous, tu vois. Et il a dit, tu la touches pas, tu la frappes pas. N'oubliez pas que je vous avais dit que je voulais un homme qui a 10 ans. Pas plus de 10 ans. Mais dans le mariage, j'ai découvert qu'il avait 15 ans de plus. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Après, moi-même, je me posais la question, mais c'est moi ou c'est lui? Mais je finissais toujours par dire que non, c'est moi. Il vient, il me donne un coup de poing. Ah, coup de poing, tout le sang qui coule. Les gens du bar, ils sortent. Ça a marqué la rupture. Bonjour à tous, bienvenue chez Monsieur K. Merci à vous d'être aussi fidèles, merci à vous d'être aussi nombreux à nous suivre. Parce que c'est grâce à vous que nous allons pouvoir enseigner, édifier et motiver. Merci beaucoup, public. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour maman, ça va? Moi Francina. Très bien. J'ai une surprise pour vous, elle n'est pas seule. Aujourd'hui, elle est accompagnée de sa fille aînée qu'on va accueillir aussi, Whitney. Oui. Ça va maman? Très bien? Ouais, ça va. Ah, comment allez-vous? Très bien. Whitney, maman Francina, je voulais vous remercier Merci, vraiment, monsieur K. De répondre présent chez Monsieur K. Car aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tabou chez nous. Mais grâce à vous, aujourd'hui, on va pouvoir être enseigné, édifié. Et surtout, on va être motivé par ce que tu vas dire aujourd'hui, maman. Ça va pousser à d'autres mamans aussi de pouvoir parler, car parler libère. Le silence tue, alors on reste devant, on parle. Ah, j'espère que moi-même, je vais tenir parce que c'est une histoire incroyable. C'est ton histoire, tu vas nous le raconter. Et on est là pour incriminer personne. C'est ça. On raconte tout simplement notre histoire. Exact. Votre ressenti. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses te libérer, car après cette émission, on va de l'avant. Yes. C'est ça le but. Le but est que tu puisses vraiment reprendre ta vie en main, toi d'abord avant tout, parce que c'est ton bonheur avant tout. Amen. Donc voilà. Violence conjugale, un sujet tabou chez vous. Donc vraiment tout mes respects. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé pour qu'on puisse bien suivre un peu l'histoire. Et on va passer, bien évidemment, le plus important, c'est la rencontre. Et voilà, après la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, maman Francine? Bon, avant de commencer l'émission, je voudrais vraiment que Dieu soit au centre de cette émission. Amen. Parce que ça sera combattu, mais bon, Dieu finit toujours par vaincre. Exactement. Amen. Voilà. Là, je te sens, là. Yes. C'est top. Voilà. Mon histoire, c'est une histoire compliquée. Pendant mon enfance, j'ai été élevée par, en France on dit oncle. Oncle Mais chez nous, on dit papa Koulout. Papa Koulout, d'accord. Et maman Koulout, grande tante. Jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, 8 ans, ouais. je connais ces personnes comme mes parents. Ouais. Il n'y avait pas papa Koulout, il n'y avait pas maman Koulout, c'était mon père. Papa, maman. Voilà, papa, maman, dans une maison remplie de frères et sœurs. Voilà, de cousins, mais bon, frères et sœurs. Ça, c'est au pays. Hein. Au pays. Okay, voilà. Et un beau jour, mon vrai père débarque, il veut nous prendre. Ok. Père biologique. Voilà, mon père biologique. Et mon père Koulout qui dit, oh non, ne prends pas mes enfants. Ça, toute cette histoire que je vous dis, c'est dur.
Mais ça, c'est les choses que la famille m'ont dites. Sinon, moi-même, personnellement, je ne connais pas. Voilà. Et c'était difficile pour mon père. Et puis, il nous prend. On part avec lui. Et je pense que mon père, c'était une personne qui avait déjà calculé qu'est-ce qu'il devait faire. D'accord. Il avait fini ses études. Oui, voilà. Okay. Il avait fini ses études. Il est ingénieur agronome. Ça me fait mal en même temps. Ouais. Ingénieur agronome. Et voilà, il finit ses études. Il sait là où il va aller travailler. Il nous prend parce que j'ai un grand frère. Mon frère donc, vous êtes deux alors? Voilà. Okay. Et ma belle-mère. Et une autre petite sœur. Il nous prend et on reste avec mon père pendant vraiment un an et demi. On reste ensemble et on voyage après pour la France. Ok. Là, j'ai 9 ans. Ah ouais, donc depuis l'âge de 9 ans, tu es déjà en France. Voilà, là, j'ai 9 ans. D'accord. On arrive en France et puis on parlait énormément portugais. On parlait pas français du tout. C'est-à-dire que quel portugais, même pas lingala, mais quel portugais. D'accord. Et mon père décide de nous placer chez les nourrices familles d'accueil. Mon frère, il part chez une autre famille, ma sœur chez la petite sœur de ma nourrice, pendant un an et demi aussi. Donc, arrivé en France, on vous a séparés? On nous a séparés, voilà, parce que nous sommes arrivés chez le neveu de mon père, mon cousin. Voilà. On nous a séparés, nous sommes partis. Toujours, je dis toujours, abandon. Déjà pendant l'enfance, abandon quelque part, on arrive en France, on nous abandonne encore. Tu perds un repère en fait. Il n'y a pas de repère, dans ma tête, il n'y a pas de repère. On va en famille d'accueil, et pendant ce temps-là, mon père et sa femme divorcent. D'accord. Mon père, il nous reprend un an et demi après, et quand il nous reprend, il a déjà passé des concours pour aller travailler encore à l'étranger. D'accord. En tant que ingénieur. Et il avait réussi son concours avec l'ONU, il devait repartir en Afrique. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Parce que ma belle-mère, elle a pris sa fille, nous on se retrouve bredouille, on n'a pas de mère. Voilà, et mon père qui doit repartir. Et faut que tu vous places quelque part. Mais voilà, faut trouver bien où je vais déposer mes enfants. Alors on va chez notre cousin, pour lui c'est son neveu. Chez mon cousin, et mon cousin dit bon, ils vont rester avec moi le temps que toi tu partes au Togo, justement. Le temps que tu partes, tu t'installes, comme ça les enfants ils vont venir. Et ma belle-sœur qui dit, la femme de mon cousin, il dit, oh non, moi j'ai 4 garçons, comme j'ai pas de fille, fais juste les démarches pour le garçon, comme ça moi la fille elle va rester avec moi. D'accord. Voilà, comme ça ça me bloque énormément. Prends ton temps, bois de l'eau. D'accord, pour ton temps, c'est pas évident ce que tu fais. Mais on va y arriver. On va y arriver. Vraiment, pour ton temps, ça va aller. Voilà, histoire vraiment compliquée. Et je reste avec les cousins. Mon frère est parti. Je reste avec mon cousin. J'ai fait mon école primaire, collège, lycée. Là, tu commences à apprendre le français. Voilà. Je commence à aller tout doucement. Même au fond de moi, je savais que j'aimais pas l'école, mais bon, j'étais obligée de partir. J'étais obligée de partir. L'école primaire, et puis collège normal, et puis le lycée normal. Voilà. Ils étaient devenus comme s'ils étaient mes tuteurs. Oui, bien sûr. Voilà, j'avais, entre guillemets, retrouvé une famille. Papa, maman, voilà. Et les enfants. Voilà, pendant quelques temps, c'était l'école, maison. Vous savez, avec mon cousin, c'était pas facile. Mais bon, je m'adaptais. Je m'adaptais à eux. Ensuite, j'ai fini l'école primaire, j'ai fini le collège, je suis partie au lycée. Et vous savez, chez les Africains, c'est souvent qu'est-ce qu'on avait à faire, le ménage et préparer. D'accord. C'est tout ce que je savais faire. Ça veut dire que dans la semaine, je préparais pas trop, mais le week-end, je devais m'occuper de la maison, m'occuper de préparer, m'occuper de mes neveux. Voilà. Et quand j'occupais, j'allais chez ma cousine. D'accord. La petite sœur, de mon cousin. Oui. Voilà, j'allais là-bas le week-end, les samedis, dimanches, c'était comme si c'était mon lieu de vacances, quoi. Ouais, une espèce de retrouvailles, histoire de diversement.
Divertissement. Divertissement, les gars. Divertissement. Hein? Mais oui, maman, divertissement. Oh. Voilà, et je partais le week-end, ça me faisait Ça faisait du bien déjà, ça. Ça me faisait du bien parce que ça me permet de sortir, parce que mon cousin, il aimait pas trop les sorties. D'accord. Alors moi, mon refuge, c'était samedi, dimanche, chez ma cousine. Tu te sentais un peu emprisonné un peu voilà, enfermé. Voilà, enfermé. Alors moi, samedi, dimanche, c'était mon lieu de sortie. D'accord. Et voilà, jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. 16 ans et demi, tout ça, je fais ça. D'accord. Voilà. C'est une routine. Routine, voilà, absolument routine. Le va-et-vient chez ma cousine, tout ça. Donc là, si je comprends bien, tu n'avais pas réellement des copines, des sorties, tu connaissais pas tout ça, toutes les sorties du tout. De ton âge. Du tout. Okay. J'avais pas droit de toute façon. D'accord. C'était vraiment c'était tu finis à 18h, tu rentres à 18h30. C'est pas 18h35, 40. Non, c'est 18h30. C'était vraiment des copines. J'avais des copines parce que c'était dans la cité. C'était des voisines, on se voyait, tout ça, mais c'était pas plus loin. Où c'était interdiction. Voilà. Et mon refuge, c'était chez ma cousine. Voilà. Et j'ai parté là-bas très souvent. Et à 16 ans et demi, parce que chez mon cousin, c'était plutôt des gens, comment je peux dire, c'est entre guillemets des darons qui arrivaient chez moi. Voilà, des darons, des personnes âgées. Voilà, des anciens. Que chez ma cousine, c'était plutôt les jeunes. Ça n'a rien à voir et l'ambiance, c'était autrement. Voilà. Alors, j'aimais bien aller là-bas parce qu'il y avait d'autres mondes. Et au fur et à mesure que je partais là-bas, j'ai rencontré beaucoup de monde. C'était les gens parce que les Africains, quand ils sortent du Congo, ils se connaissent des quartiers. Tel quartier, ça veut dire qu'ils vont se retrouver. Ouais, ils vont se retrouver. Ça veut dire quand ils venaient de l'Afrique, repère, c'était souvent les vieux du quartier. Alors, les week-ends, chez ma cousine, il y avait du monde. C'était les petits du quartier qui venaient, voilà, l'alcool, à gogo, manger, voilà, c'était ça. Et c'était ça ma vie. Jusqu'à 16 ans et demi, le 31 décembre 89. Waouh. 31 décembre 89. 89. T'es pas encore là, tu fais. Parce que je connais la date. T'es pas encore né. Mais j'étais pas née. Voilà, le 31 décembre 89, c'était la bonne année. Alors, il y a du monde, beaucoup de monde qui venait. Alors, j'ai fait les rencontres de père de mes enfants. J'ai dit bien père pour savoir, je ne vais plus dire conjoint. Je vais vraiment les mots. D'accord. On voit vraiment les mots. C'était le père de mes enfants, je l'ai rencontré le 31 décembre 89. J'avais 16 ans et demi, 17 ans. J'allais sur mes 17 ans. Voilà, je l'ai rencontré, on parlait de tout et de rien, c'est des gens qui venaient de l'Afrique, alors d'autres mentalités, ils parlaient lingala, français, alors moi, comme on m'avait interdit de plus parler le portugais, c'était le français, les français, bah moi aussi je suis devenu français, non, je parlais que le français. Et avec lui, c'était de temps en temps le français, de temps en temps le lingala, mais il s'adaptait à moi. À toi. Voilà. Et d'autres personnes qui étaient là, c'était pas trop mon style. Je disais non. J'ai regardé l'apparence. L'apparence, elle est trompeuse, voilà. Je regardais l'apparence, je disais non, c'est lui que je veux, mais en sachant que j'ai grandi avec des copains du quartier. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, il y avait un moment, je me disais, oh, je vais me marier avec un blanc. L'autre côté qui disait, pas des Congolais. Alors, ma famille, eux, pensaient que j'allais me marier avec un blanc parce que je disais que non, moi, ma vie, je ferai avec un blanc. Mais en repoussant les Congolais, c'est les Congolais qui sont venus à moi. Voilà. Et j'ai rencontré le père de mes enfants le 31 décembre. Et ensuite, on s'est mis à discuter. Il me parlait. Ça a commencé par les échanges d'abord. Les échanges, parler. D'accord. Notre lieu de rencontre, c'était maintenant chez ma cousine. Voilà. Ok. Voilà. Le week-end, quand il voulait, il passait chez ma cousine. Voilà. L'alcool, bien sûr, à gogo. Et voilà. C'était ça, mes week-ends. Et au fur et à mesure, là, je rentre dans 17 ans. 17 ans, tout ça. Et puis moi. Ça évolue l'échange. Voilà.
j'ai fini par accepter. D'accord. Je me suis pas posé trop de questions. La seule chose que je lui avais dite, j'ai dit que non, je veux pas d'un homme qui soit plus vieux de 10 ans, plus âgé de 10 ans. Ah, tu t'es mis quand même assez voilà. des principes. Voilà, je veux pas plus âgé de 10 ans et je veux pas qu'il ait des enfants. Ok. Parce que, en sachant que moi, j'avais une belle-mère, tout ça, je ne voulais pas. Elle m'a dit, oh non, t'inquiète pas, j'ai pas d'autres femmes, j'ai pas de, voilà. Il n'a pas d'autre responsabilité. Voilà, exactement. Okay. D'accord. Il est responsable. Voilà. Il est responsable, tout ça. Ne t'inquiète pas, je ferai le nécessaire pour toi, tu vas pas souffrir. Parce qu'entre temps, moi, je lui avais déjà avoué ce que je ne voulais pas de ma vie. C'est-à-dire, il savait déjà ce qu'il doit te dire. Voilà. Il s'est adapté à ce que moi, je lui avais dit. Voilà. Au fur et à mesure. Et jusqu'à ce que je suis partie dire à ma cousine, j'ai dit à ma cousine, non, cette personne veut sortir avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Et ma cousine qui dit, oui, t'inquiète pas, il vient d'une bonne famille, je connais ses parents, le quartier là où on vit, c'est bon, il est pas très loin ses parents sont pas très loin de ta tante, tout ça. Moi, naïve comme je suis, pas de problème, j'accepte. Comme ma cousine, je dis, mais comment on va faire maintenant pour dire à la famille? Ma cousine qui dit, ouais, t'inquiète pas, je vais aller dire au grand frère, et ensuite, ça va se passer, tranquille, quoi. Et voilà, une fois que j'ai dit à ma cousine, et notre relation, entre guillemets, ça a commencé. Il venait, je lui disais toujours qu'on se voyait, mais je ne voulais pas que mon cousin me voie avec lui en route. D'accord. Parce que et les gens, je voulais pas que les gens nous voient en même temps qu'ils aillent répéter. Voilà, que ce soit une relation discrète. Au début, voilà. Le temps d'apprendre à se connaître. Exactement, exactement. Et bon, il a accepté, hein. Il a accepté, il venait me chercher en voiture au lycée. Au lycée, d'accord. Voilà, une fois il est venu me chercher au lycée, et je sais que mes copains les deux copines que j'avais, ils se moquaient de moi. Ils me disaient, non, franchement, tu vas sortir avec un vieux. Je dis, mais non, il n'est pas vieux. Il a juste 10 ans de plus, pas plus. Moi j'apprécie, il n'y a pas de problème. Oh c'est ton affaire. Moi, je dis, oui, c'est mon affaire, je ne peux pas s'occuper de mes affaires. D'accord. Ça t'énervait déjà, là? Ça m'énervait déjà, mais bon, je faisais abstraction. J'avais rien demandé, ça m'est tombé dessus. J'avais accepté. Yes. Il est venu une fois me chercher. Ça allait. Deuxième fois, il est venu. Et il venait souvent les vendredis. Avant le week-end. Oui, voilà. Il venait souvent les vendredis. Deuxième vendredi, il est venu me chercher. Au fur et à mesure. Une fois, il est venu me chercher, mais il était à pied. Oh, mon Dieu. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Au fond de moi, j'ai peur que quelqu'un nous voit, qu'il aille répéter à la maison. Qu'est-ce que je vais dire à mon cousin? En même temps, il était là. Je lui dis, mais pourquoi tu viens me chercher à pied? Tu sais bien que si on nous voit, ils vont aller répéter à la maison. Il fallait pas venir me chercher à pied. Je commençais déjà à être contrariée au fond de moi. On a pris le chemin, on est parti, tout ça, on discutait. En même temps, je lui montrais que non, je n'étais pas contente. Il fallait pas venir me chercher à pied parce que ça va créer des problèmes. Et au fur et à mesure, on avançait. Je sais qu'il y avait, avant d'aller chez nous, c'était en province. Avant d'aller, il y avait la mairie, après la mairie, le feu. Et tout droit, on avançait. Contrarié. Je regardais l'heure, je disais, c'est pas possible, je vais me faire assassiner aujourd'hui. On avançait et à gauche, il y avait un bar. Ouais. Voilà, repère. Feu, bar. En même temps que on marchait, il y avait un bar. Et là, il se fâche. Il me dit, oui, je suis venu te chercher et t'es pas contente. J'ai dit non, parce que t'es venu me chercher à pied. Moi, je regarde l'heure, 18h, 18h30, je suis à la maison. Là, en fait, il n'a pas respecté tes conditions, tes principes. Voilà. Il veut absolument qu'on parle. Mais moi, hors de question que je reste. Il commence à me bousculer un peu. Oui, mais reste là. Et moi, en plus, c'était un vendredi, on sortait du sport de 2 heures. Alors, j'étais en jogging. Alors, moi, c'était hors de question. Ça veut dire que je devais courir pour rentrer à la maison. Il me bouscule. Le vendredi, tu nous donnes au jogging pour courir à la maison. Non, parce que au lycée, souvent, les vendredis, on avait sport. Ouais. C'était le lundi ou bien les vendredis. Ça, tout ça, ça revient parce que ça fait plus de 20 ans, mais c'est revenu. C'est revenu, pourquoi? Parce que je savais que le lundi, on avait sport 2 heures.
Et le vendredi, on avait aussi sport, 2 heures. C'est pour ça qu'on finissait à 18 heures. Tout ça, ça me revient en fin de compte. C'est bien. Et on arrive à côté du bar. Il m'a bousculé, il commençait à parler, tout ça. Vous savez, les Congolais, voilà, parler. Moi, je ne pouvais plus. Je poussais, j'ai dit non, moi, je rentre à la maison. Alors là, quand j'ai dit ça, c'est le Congolais qui est sorti. Il vient, il me donne un coup de poing. Oh, je tombe par terre. Oh, c'est comme c'était dans les films. Comme dans les films. Coup de poing, pour le sang qui coule. Les gens du bar, ils sortent. Ils commencent à agresser aussi, dire mais monsieur, on ne frappe pas une femme. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là que je suis tombée, moi je pense toujours à rentrer à la maison parce que je vais me faire. Moi je pense mes horaires, c'est mes horaires. Voilà, je ne veux pas me prendre la tête à la maison. Je veux pas qu'on m'engueule. Je dois arriver à l'heure. C'est ça que moi je voulais. Mais le temps qu'on me frappe, le temps que je commence à saigner du nez et le temps que je cours, parce que bar, on tournait à gauche, tout droit. Après, tout le long, c'était le quartier là où j'habitais. Je cours, je rentre à la maison. Premier mensonge de ma vie. Je rentre à la maison, ma belle-sœur me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu saignes comme ça du nez, tu saignes souvent du nez, c'est pas bien. J'ai dit oui, c'est pas bien, mais c'est pas grave, ça va passer. Je suis rentrée dans la chambre. En vrai, déjà, à ce moment-là, t'as rien dit. J'ai rien dit, mon sang. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu te dis que t'aurais dû J'aurais dû dire à mon cousin. Ah, directement. Directement. Aujourd'hui, si, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont te suivre. À cet instant-là, les personnes qui vivent la même chose, au bout d'une claque, d'un point, les conflits, faut qu'ils arrêtent. Voilà. Faut qu'ils dénoncent direct. Et ça, c'est des erreurs qu'on fait nous souvent. On reste silencieux. Voilà. D'accord. Je garde ça. J'ai dit rien à ma belle-sœur. Je vais dans la salle de bain, je me noie tout, mais en regardant, je vois vraiment que j'ai reçu un coup. L'œil gonflé rouge, tout ça l'a pris. Oh, je dis, qu'est-ce que je vais dire à mon cousin s'il me croise? Je vais faire comment? Je dis rien, je rentre dans la chambre, je prends un foulard, je tâche sur ma tête. Et en fin de compte, il fallait pas que je le fasse parce qu'en le faisant, ça veut dire que la douleur, ouais, parce que tu l'as trop serré. Voilà, ça descendait. Ouais, les nerfs. Voilà, ça descendait. Mais comment dire qu'on m'a frappé? En plus de ça, on n'avait même pas fait encore la présentation. C'est simplement la famille savait, mais il n'y avait pas encore de voilà. Et il n'y avait pas de téléphone portable. Dans les années 90, pas de téléphone portable, que des fixes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'harcèle au téléphone. Il appelle. Et ma belle-sœur, elle prend, je dis non, j'ai pas envie de lui parler. Ma belle-sœur, elle insiste, elle dit, à force de refuser, ton cousin va rentrer, on va dire quoi? Et de là, j'ai dit à ma belle-sœur, j'ai dit, oh non, il m'a frappé, on s'est disputé, je vais pas lui parler. Pour que la maison soit tranquille, j'ai fini par accepter de lui répondre au téléphone. Alors, les pardons, ils ont commencé. Pardonne-moi. J'ai pas voulu. Il a commencé à s'excuser. Et moi, pour couper court, j'ai dit, bon, j'ai entendu pour que je puisse raccrocher, pour pas que la maison sache qu'il y a un problème. Voilà. J'ai caché, j'ai dit, bon, on ne se voit pas, parce que le pardon, on se voit. J'ai dit, non, on ne se voit pas maintenant, il faut que j'attende. C'était quand même un choc. Hein. Voilà. Que je prenne sur moi, quoi. J'ai dit, non, on va pas se voir maintenant, plus tard. Oh, quand? J'ai dit, plus tard, pour l'instant, j'ai mal. Je souffre, j'ai mal. C'est la première fois de ma vie qu'on me frappait. Première fois. Et personne ne m'a jamais... Et mon père m'a jamais tapé. Hein. Mon père, il parlait. Même si j'ai vécu très peu de temps avec lui, il parlait. Il tapait pas. Et je me rappelle que quand avant de venir en France, et là, on avait appris, parce qu'il faut vous dire qu'il faut toujours rester dans mon passé. Manque de repères, à l'âge, oui, voilà, à l'âge avant même qu'on arrive en France, ma belle-mère qui nous dit, le papa que vous croyez que c'est votre père, c'est pas votre père. Choc émotionnel. La maman que vous croyez que c'est votre mère, c'est pas votre mère. Et votre mère est décédée. Ah bon?
on se regarde avec mon frère, on se dit, ah, on n'a pas de mère. C'est comme ça que vous annoncez la nouvelle. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est plus dur. C'est plus dur et... En même temps, tu apprends que tes parents, c'est pas tes parents. Voilà. En même temps, on t'apprend que, en fait, ta mère biologique est décédée. Voilà. Et surtout dans le sens de comment on te l'annonce, c'est violent. Oh, très violent. Elle a pas mâché ses mots, hein, ma belle-mère. Hein. Je sais pas si elle regardera l'émission, mais elle va se rappeler. Elle nous a annoncé ça comme ça. Et on avait pris beaucoup de recul avec mon frère. On n'en parlait pas de toute façon. Pendant mon enfance, on n'a jamais parlé de ma mère. Et quand maintenant il m'a frappé, j'ai tout de suite dit, ah, si j'avais mes parents, exactement, la sécurité. Peut-être que ils auront vu. Ouais, ils m'ont protégé. Voilà. Là. Silence. Silence, c'est resté en moi. J'ai rien dit. Et je sais pas pourquoi, mais 3 semaines après, je retrouve encore la même personne qui m'avait frappé. Mais je cherchais l'affection en fin de compte. Il y avait un manque quelque part. Un manque d'amour, voilà, d'affection. Voilà, il y avait un manque quelque part. Alors, comme lui, il était là, il disait que je vais faire tout pour toi. Voilà, tout ce que tu désires, tu l'auras. Moi, ça rentre dans ma tête. J'ai dit, ah, peut-être c'est comme je l'avais poussé, c'est pour ça qu'il m'a tapé. C'est toi qui commences à culpabiliser. Voilà. Et c'est là que j'ai dit que je commençais à mentir. J'ai commencé à mentir à partir de là. Et j'ai fini par accepter. Après 3 semaines, tout ça, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Donc là, gentil. Oh, un ange. Un ange. Irréprochable. Un ange vers 80, on va dire 80, oui, voilà, 91, 90, 91. Il me frappait pas. Pendant 4 ans, il m'a pas frappé. J'avais des cadeaux. C'est-à-dire, quand tu venais, il me laissait ou bien de l'argent, ou bien des vêtements, ou bien des bijoux, mais il a pas levé la main sur moi. C'est-à-dire, tout ce que je disais, monsieur, il prenait. Exécuté. Ah oui, tout, pendant 4 ans. On m'a pas frappé. C'était vraiment, même en famille, il donnait, il offrait. C'était vraiment, si je dis que non, il est mauvais, je pense que même les membres de ma famille vont dire, mais non, c'est pas possible, ça, voilà, il est bien, il y a pas de problème. Il était bien. Et de là, notre relation a commencé à 16 ans et demi, 17 ans. Et après, il y a eu les présentations. La dot s'est fait le début novembre 93. Début novembre 93. Parce que moi, je lui avais toujours dit, si tu désires quelque chose, moi, je veux bien te donner, mais à condition que tu fasses la dot. Ok. La dot, pour moi, c'était vraiment quelque chose qu'il devrait faire. Moi, tant que mes parents n'ont pas eu la dot, moi avec toi, ça restera toujours, on se verra comme, voilà, voilà. Sinon, juste, ou bien si j'ai envie de sortir, je prenais mon cousin, mon neveu, je sortais avec, comme ça, je sais que j'étais en sécurité. On allait au restaurant, on mangeait et je rentrais. Voilà. Et il a fait le nécessaire, mais dites-vous bien, 90 jusqu'en 94. La personne préparait la dot. Moi, je savais pas ce qu'il faisait. Pour moi, il travaillait. Il avait ses papiers. Il avait tout ce qu'il fallait. Moi, je ne me posais pas toutes ces questions. Moi, pour moi, quelqu'un qui travaille. 17 ans, voilà. Il travaille, il a son appartement. Je ne vais pas me poser des questions. Il a fini par faire la dot. Bon, quand il a fait la dot, ma belle-sœur qui dit, bon, comme je t'ai élevé, tu peux pas partir comme ça. Comme c'est les fiançailles, on va quand même organiser quelque chose. Le 9 avril 94, cérémonie, tout ça, pour la dot, les fiançailles, tout ça. Et on m'a dit, comme il t'a doté, tu peux pas rester chez nous. T'es obligé de partir avec lui. Il t'a marié. Voilà, il t'a marié. La fête. Mais c'est là que je commençais à sentir un poids dans mon cœur. Je me disais, je connais pas la personne. Je vais aller vivre ailleurs. J'étais en province et je devais venir à la région parisienne.
j'ai pas de famille ici, je vais faire comment? T'as commencé déjà à travailler, voilà. Et je sais que le lendemain, j'ai commencé à pleurer. Je disais, mais oh non, je vais... Le lendemain de la dot? De la dot. Je disais à ma cousine, mais c'est pas possible, je vais partir, je vais laisser tout le monde. Et je sais que ma belle-sœur, elle disait, bah oui, mais on t'a déjà doté, t'es obligé de partir, tu vas pas rester avec nous. Alors, j'ai fait avec. On m'a doté. Je suis venue dans le mariage. Avec beaucoup de fardeaux, mais j'étais dans le mariage. Et dans le mariage, il y avait que nous deux. Ouais. Voilà. J'arrive dans le mariage. Premier mois, ça va. Deuxième mois, il y a un monsieur qui vient, qui toque à la porte parce qu'on ne connaissait pas le propriétaire. C'est lui qui payait le loyer. Moi, c'est lui qui s'occupait de tout. Voilà. Et, le monsieur, il toque. Je dis, ah, mais c'est lui, il a ses clés, pourquoi il toque? Je ouvre la porte, le propriétaire qui me dit, oui, madame, votre mari, problème de loyer, je vais vendre l'appartement. Choc, je dis, quoi? Ah, ça fait même pas 2 mois que je suis dans le mariage, on va vendre l'appartement. Je vais dire quoi à mes parents, à mon cousin? Mais je vais dire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire comment? Je travaillais pas en plus. Je pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et il vient parce qu'il quittait très tôt et il venait vers 14h, 15h, parce que quand il venait, je sais, avant ça, on sortait. On allait faire un petit tour de la ville et on rentrait. Oui, c'était 14h, 15h. Il vient, bon, on attend un petit peu, hein, on mange, tout ça, et après, je lui dis, ah, il y avait un monsieur qui était passé ici, problème de loyer. Mais entre-temps, pendant le mariage, pendant la fête, il y avait un monsieur, un tonton qui était venu me dire, en donnant le cadeau, il me dit, maintenant que vous allez être à 2, il faut dire à ton mari de s'organiser. Bon, c'était la fête, moi. Ça m'est sorti. Voilà, j'ai pas fait attention. C'est après. Quand le monsieur est venu pour dire toutes ces choses-là, c'est là que j'ai dit, ah, le tonton il m'avait dit qu'il faut payer le loyer, il faut payer ses charges. Qu'il soit organisé. Voilà, bah, qu'il soit responsable. Voilà, tout simplement. Et quand je lui ai dit ça, mon Dieu, j'ai dit, mais toi, tu es un menteur. Tu me faisais des cadeaux, tu me donnais de l'argent, mais il fallait payer tes charges. Comment on va faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Oh là là, le combat qui commence. Dispute, bagarre. Maintenant, sauf que mais vous êtes à 2 dans la maison. Et c'est studio. C'est-à-dire qu'il y a juste la cuisine. Les toilettes et la pièce. Voilà. Où tu vas te sauver. C'est-à-dire que tu dois te défendre comme tu peux. Bagarre. Et pourtant, j'étais pas violente. J'étais pas violente du tout. J'ai grandi bien. Pas de la violence. Pas dans la violence. Bagarre. Et il y a un moment où tu en peux plus, quoi. Je vais me réfugier dans la salle de bain. Je ferme à clé. Et il commence à parler. De toute façon, j'étais dotée. C'est-à-dire que tu n'as pas à me parler comme ça. Moi, je lui réponds, je dis, mais c'est pas parce que tu m'as doté que je dois rien dire. Et en plus, tu me réponds. Je dis, oh, mais je te réponds pas, je te dis simplement que tu m'as doté peut-être. Mais les dettes, voilà, les dettes, je suis obligée de te dire, c'est que le monsieur, il est venu me dire. Je suis restée pour l'image, c'est l'emprise totale, quoi. C'est les disputes jusqu'à je ne sais quelle heure. Je suis restée coincée dans la salle de bain pour me réfugier. Comme j'avais personne, et à un moment, lui-même s'est senti, je pense, ou seul, ou bête, ou je ne sais pas quoi. Il a encore demandé pardon, il m'a dit, oh, ouvre la porte, sors, il n'y aura pas de problème. Moi, j'ai dit, c'est pas si tu me frappes cette fois-ci, je vais partir, je vais dire sans flic. Oh non, t'as pas besoin d'appeler les policiers, sors, on va s'arranger. Mais moi, au fond de moi, j'avais honte. Je vais dire à mes parents que non, du jour après 2 mois que je vais retourner. Non, hors de question. J'ai gardé. 94.
J'ai gardé. Il y avait les Congolais, comme ils se connaissent, hein, ils l'ont aidé à trouver un autre appartement et nous sommes partis dans l'autre appartement. Et n'oubliez pas que je vous avais dit que je voulais un homme qui a 10 ans, pas plus de 10 ans. Mais dans le mariage, j'ai découvert qu'il avait 15 ans de plus. 15 ans de différence. Différence d'âge. C'est-à-dire que moi, j'avais 22 ans, lui, il en avait combien? 37. C'est-à-dire qu'il avait déjà une vie. Moi, j'avais pas de vie. C'est-à-dire que je devais maintenant... Est-ce que je devais dire à ma famille qu'il a 15 ans de plus? Non. J'étais déjà marié. J'étais déjà marié. J'ai assumé. C'est resté dans mon cœur. On est parti vivre ailleurs. Et quand on a déménagé aussi, pareil, les disputes, les bagarres. J'ai passé mon temps à des disputes et des bagarres. C'est ça au début de mariage. Voilà, mariage difficile. Difficile. Elle est trop vite. C'est parti trop vite. Comme on dit, il faut demander à Dieu. Hein. Pour trouver son mari, il faut demander toujours à Dieu. Moi, à cette époque, je demandais rien du tout. Tout ce qui m'arrivait, je disais c'est normal. Aujourd'hui, je dis que c'est pas normal. Si j'avais demandé à Dieu, peut-être Dieu m'aurait dit non, c'est pas la personne qu'il faut, ou je sais pas. Sorti d'un nouvel appartement. Ouais, un nouvel appartement, et je suis tombée très vite enceinte. C'est-à-dire que quand j'étais arrivée dans mon mariage, j'avais dit à mon cousin, je vais continuer mes études. J'ai fait BEP secrétariat et comptabilité. Et il m'avait dit toujours, continue tes études, finis tes études. Je leur disais toujours, vous inquiétez pas. Bien sûr. Je suis arrivée, je suis tombée tout de suite enceinte. Et j'ai su vers 3-4 mois que j'étais enceinte, pour vous dire que quand vous êtes dans l'emprise, vous voyez pas les choses. Malgré grossesse, mais il y avait des disputes, il y avait des bagarres. Toujours. Et tu rentrais dans le mensonge. Tu disais rien à personne. Double vie. C'est-à-dire que quand tu sortais dehors, tout va bien. Mais en réalité, tout va mal chez moi. Ça fait comme si le puzzle qui est en train de s'écrouler tout doucement, mais moi, je vois pas. Tellement que je veux être bien dans mon mariage, que je cache tout. Même les voisins, je pense qu'ils pensaient que il y avait, là-haut, il y a toujours des disputes et des bagarres, mais les voisins non plus venaient pas. Parce que les Congolais entre eux, c'est pas un Congolais qui viendra dire, mon ami, arrête de taper ta femme. C'est l'hypocrisie totale. Arrête de taper ta femme. C'est-à-dire que tout le monde va entendre, mais personne va rien dire. Ils vont trouver ça normal. C'est pas normal. Parce qu'il t'a doté. Voilà. C'est pas normal. C'est pas parce que tu as donné la dot à mes parents que tu es obligé de m'humilier comme ça. Mon grossesse difficile. Et au fond de moi, je savais déjà que j'aurais un garçon et une fille. Et même pour avoir mes enfants, on se disputait. Lui, il disait, je veux 2 garçons. Je dis, mais pourquoi tu veux 2 garçons? Une fille, un garçon, c'est bien. On se disputait rien que pour ça. Pour des futilités. Voilà. Pour rien, on s'est disputé. Et 6 mois, 7 mois, tellement que j'étais pas bien dans le mariage, ça veut dire que grossesse difficile, obligé que je sois hospitalisée pour qu'on me fasse une césarienne. D'accord. Et la veille, on s'était déjà encore disputé. Je pars accoucher en sachant que je me suis disputée avec le papa la veille. Je sais pas si on doit être gentil ou méchant. C'est-à-dire, j'avais déjà la colère qui était en moi. Je voulais pas voir le personnage. Parce que je me disais, j'ai eu la césarienne à cause des disputes. Le stress. Parce que le stress, j'étais pas bien. Et en plus de ça, tu es là, tu viens comme si rien n'était. Tout va bien. Mais en tant qu'épouse, on montre pas ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me voyaient à l'hôpital voyaient que j'étais bien. Mais en réalité, c'était pas du tout moi. J'ai eu mes enfants par césarienne et mes enfants ils sont partis ailleurs. En plus, pendant 10 jours, j'ai pas vu mes enfants. Pour dire que quand même, mais nous sommes, t'as eu des jumeaux. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'avais eu des jumeaux. J'étais contente, mais bon, comme je les avais pas vus pendant 10 jours,
bon, il y avait une petite souffrance aussi qui était là. Et je me suis référée par rapport à moi. Je me suis dit, mais moi, déjà, j'ai été abandonnée. Si moi, maintenant, j'abandonne mes enfants, c'est pas bien. Je dis, oh Seigneur, pourvu que la césarienne que j'ai eue, au bout de 9 jours, normalement, au bout de 9 jours que j'étais sortie, 10e jour, je suis partie les voir à l'hôpital. Comme ma grande, elle avait 1,7 kg, couveuse. C'est-à-dire que les deux, ils étaient ma fille, elle était dans la couveuse, son frère, il était à côté, mais avec des appareils, tout simplement. Le 10e jour, je sors, il me fallait seulement du courage. Il fallait que j'aille voir mes enfants. Je suis rentrée de la maison, je me suis changée. Allez, je suis partie voir mes enfants. Et je disais tout le temps, ma fille, il faut t'en sortir, il faut être forte. Il faut qu'on sorte d'ici, il faut boire, il faut prendre du poids pour qu'on puisse sortir d'ici, parce que sinon tu vas rester très longtemps. Et au fur et à mesure, je parle à ma fille. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, les médecins me rassurent, me disent, oh non, madame, vous inquiétez pas, elle prend du poids, parce que moi, je la gavais, hein, quand j'arrivais, du lait pour que, voilà. Et les médecins, ne vous inquiétez pas, parce que j'avais dit, je peux pas récupérer un enfant. Il faut que je récupère les deux. Voilà. Je laisse pas, ma fille ici. C'est-à-dire, si ma fille, elle sort, ça veut dire qu'elle sortit avec son frère. Et de là, le début janvier, on le passe toujours à l'hôpital. Et le 9, la semaine du 9 au 13, je pense, ils sont sortis... non, ça peut rien. C'est l'émotion. Voilà, et avec charisme, comme dit monsieur. Toujours. Non, c'est ce qu'elle a fait. C'est bien, elle respecte. J'ai attendu que tu lui dis, mais Yaya, quand est-ce que tu donnes le papier? Voilà, pauvre, elle te donne le charisme. Tu peux me demander, hein, ça reste dans le charisme. Oh. Voilà. Ouais. Et ils sont sortis à l'hôpital, tout ça, on est rentré à la maison, mais sachez que rentrer ou pas rentrer, chez moi, c'était monopole des disputes. Enfant ou pas enfant. C'est-à-dire que j'avais des disputes avec leur père tous les jours. Et les disputes, c'était comme c'était un monde de ténèbres. Ça commençait toujours à 22h jusqu'à 3h du matin, 4h. C'est-à-dire pendant ce temps-là, tu écoutes la personne et ça devient psychologique. Parce que tu peux pas crier parce que tu sais qu'il y a tes enfants. En même temps, tu te dis, mais j'ai honte, il y a des voisins. En même temps, tu sens que la personne a déjà bien bu. Oh, le papa congolais avec l'alcool, c'est grave. Voilà. Et là, tu te dis, mais si j'appelle ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire? Toujours, j'arrivais à un point, il y avait toujours ma famille, j'avais dit, c'est la honte de dire à mes frères que je souffre dans le mariage. Je souffrais dans le mariage. C'est pas faux. Je souffrais dans le mariage. Ça, je le dis, mais je ne disais rien à personne. Je me voilais la face, je disais, ça va aller. Voilà. Je disais, ça va aller, je dis rien à personne. Même si quelqu'un qui passait par hasard nous voir dans la journée, parce qu'il se passait rien. Dans la journée, je disais toujours, tout va bien, oh les enfants. Et des fois, il y a des choses qui se faisaient, je disais, oh mais non, c'est leur papa qui a fait. En réalité, c'était même pas lui, mais je le disais. Pour protéger. Voilà. Voilà. Je disais ça, et au fur et à mesure des années, toujours pareil. Je sais pas, il y a des gens aujourd'hui, ils vont dire, oh, j'ai fait 30 ans, 50 ans de mariage, mais est-ce qu'il y avait la joie? Est-ce qu'il y avait l'amour là-dedans? Moi, je ne sais pas. Hein. Mais moi, j'ai vécu vraiment le mariage avec beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses négatives, que je ne peux pas dire que j'étais heureuse. Mais comme je voulais montrer aux gens que tout allait bien, eh ben, j'ai assumé, j'ai supporté. J'ai supporté. Et comme ils avaient des problèmes de santé, les médecins nous ont aidés avec des papiers pour qu'on trouve un nouveau logement plus grand, plus où il y a plus de chambres pour qu'au moins il y a la fille qui a sa chambre, le garçon, tout ça. Et on a déménagé dans un autre quartier. Et là, maintenant, j'avais mes grands.
J'ai dit non, je dois faire une formation. Je voulais plus faire comptabilité au secrétariat, ça me disait rien du tout. Tu étais ambitieuse déjà quand même. Voilà. Dans ma tête, c'était faire une formation, même si je devais recommencer tout à zéro, c'est pas grave. Mais je vais faire une formation parce que moi, je voulais toujours aider les gens, accompagner, tout ça. Social. Voilà. J'ai dit non, je vais commencer en bas, c'est pas grave. Mais un jour, au fur et à mesure, je vais monter. J'ai dit non, je commence par auxiliaire de vie, c'est plus simple avec les diplômes que j'ai, ça va passer. J'ai commencé quand ils ont eu parce que j'avais déjà commencé mes démarches et je devais commencer la formation en septembre. Eux, ils avaient 8 mois à peu près. C'est une vie de fou. À 8 mois, 7 mois, je laissais chez la nourrice à 7 heures. Pour que moi, je puisse prendre le transport en commun, pour être à l'heure, la formation, les stages, parce que les stages, c'est important. Voilà, j'ai fait ma formation d'auxiliaire de vie. Là où j'avais fait exactement ma formation, ils m'ont proposé aussi un CDI. Ils m'ont dit, après votre formation, on vous propose un CDI, comme ça, vous allez rester avec nous. Au fond, moi, je me dis, oh, gloire à Dieu, j'ai un CDI, j'ai mes enfants, tout ça, c'est bon. J'ai fait ma formation, j'ai eu mon CDI et je m'occupais de mes enfants, même si dans mon couple ça n'allait pas. Jamais j'ouvrais la porte ou bien les fenêtres pour aller dire aux gens, regardez ce que moi j'ai subi. Jamais. Jamais. Je faisais toujours montrer que tout allait bien. Tout allait bien. C'est-à-dire qu'avec mon mari, ça allait bien. Avec mes enfants, ça allait bien. Parce que je protégeais mes enfants dans le sens où quand mes enfants, ils étaient petits, souvent, je leur disais, quand il y a des disputes, vous rentrez dans la chambre, vous bouchez vos oreilles. C'est-à-dire, vous faites comme si rien n'était. Vous faites comme si rien n'était. Et les enfants aussi avaient pris cette habitude. Voilà, parce que l'exemple qu'on donne à nos enfants, c'est nos propres exemples à nous. Hein. Exactement. Voilà. On refait notre éducation. Exactement. Et là, quelques années plus tard, etc., t'as eu... Voilà, quelques années plus tard, j'ai eu... mon fils qui est né tout seul. D'accord. Et j'étais toujours bien dans le mariage, je disais rien, personne ne voyait. Mais par contre, lui, il sortait dehors pour parler que rien n'allait à la maison. Mais moi, je disais rien à personne. C'est-à-dire, quand je sortais de chez moi, j'avais toujours la tête haute. Même si les gens dehors savaient ce que leur père disait, moi, je montrais l'image d'une femme sage. Je disais rien du tout. C'est-à-dire, ce qu'il lui disait, si vous croyez, tant mieux pour vous. Moi, quand je sortais, je disais rien parce que ma vie, ça intéresse qui? Ça intéresse personne, à part moi et leur père et mes enfants. Déjà, si dans le couple, il y en a un qui sort dehors pour raconter, il y a des équilibres. Voilà, posez-vous la question. J'ai eu 3 enfants. Ensuite, dispute, toujours le problème. 3e enfant. Après 6 ans. Après 6 ans, voilà. Parce que je ne voulais pas avoir des enfants comme ça. Après 6 ans, j'ai eu mon 3e, mon 2e, parce que les jumeaux, je suis mélangée. Ouais, 2e. Voilà, j'ai eu mon fils. Et comme j'avais eu du mal, j'ai mis un peu plus de temps. Il y a un moment, je me disais, mais... Il me disait, n'oublie pas que j'étais dotée. C'est-à-dire que tu dois avoir des enfants. Yes. Et moi, dans ma tête, il y a un moment, quand je cherchais à avoir mon fils, ça fait 5 ans. J'ai dit, mais je tombe toujours pas enceinte. Il se passe quelque chose. Il va m'en vouloir. Vous vous posez toujours la question, c'est vous. Mais jamais lui, en fin de compte. C'est-à-dire que lui, il est parfait. C'est à toi maintenant de te dire que non, c'est toi qui va pas bien. Il me montre que non, c'est toi qui, voilà. C'est pas moi. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, oh Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Au bout de 6 ans, à peu près, j'ai eu mon fils. Ensuite, toujours dans les disputes, et j'avais eu cette sagesse de ne pas laisser mes grands à la maison. Parce que je me disais, toute la journée, le mercredi, à la maison, c'est pas possible. Alors, je mettais toujours mes enfants au centre. Si c'était pas au centre, c'était des activités sportives. C'est-à-dire que, pour les occuper. Voilà, pour les occuper, pour qu'on soit pas trop à la maison. C'est-à-dire qu'on doit plus être dehors. Comme ça, le soir, même s'il me prend la tête, je sais qu'ils vont être KO, ils vont dormir. Il y aura pas de problème.
Et ça a duré des années. Ça a duré des années comme ça, et ça a duré, j'ai eu mes jumelles. Waouh. Voilà. Wow. Ah, c'est des bénédictions quand même que tu dis là. T'as eu des jumeaux, après t'as eu un fils, encore des jumelles derrière. Voilà. Dieu m'a donné cette chance que j'ai pas eu besoin de, à chaque fois je dis, bon, je veux une fille. Dieu me donne 2. Je dis, gloire à Dieu. Et pendant que j'ai eu, en 2000, j'ai eu mon fils. En 2002, j'ai eu mes filles. Je me dis, mais quand est-ce que je vais retourner au travail? Parce que tellement qu'il y a l'oppression à la maison, tu as les enfants. Des fois, je rentrais dans la salle de bain, je pleurais, mais je pleurais pour moi-même. Je pleurais quand je sortais. Je faisais comme si rien n'était. Mais vous êtes beaucoup à faire ça. Vous êtes beaucoup à faire ça. Comme si rien n'était. Mais au fond de moi, j'étais brisée. Mais je vais aller dire à qui? Je vais aller dire à qui? Est-ce que je vais appeler mes parents pour leur dire que je souffre dans le mariage? Je dis rien du tout. Je dis sûrement pas. C'est-à-dire que j'ai élevé mes enfants comme ça et mes derniers jumeaux sont arrivés. C'est mon fils, mon grand-fils qui me dit, mais maman, toi tu restes toujours à la maison, mais tu grossis. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça fait, voilà. J'ai dit non, j'ai grossi parce que je suis à la maison. Je mange, vous mangez, je mange les restes, c'est pour ça que j'ai grossi. Et l'autre oreille me dit, va quand même consulter. Et je vais voir le gynéco me dit, non, madame, tout va bien, mais sauf que vous êtes encore enceinte. Je dis, mon Dieu. Je dis, mais quand, je dirais toujours, quand est-ce que je vais retourner au travail, en fin de compte? J'étais fatiguée chez moi. Entre le mari qui vous prend la tête. Voilà. Les enfants qui sont là. Je dis, mais quand est-ce que moi-même je serai libre? Parce que ma liberté, c'était pas d'aller dans ma famille. Ma liberté, c'était le travail. Mon refuge, c'était le travail. Parce que c'était comme ça dans ma tête. Et quand il m'a annoncé ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Il y a l'autre oreille qui te dit autrement, mais toi-même tu dis, mais en tant que chrétienne, je ne peux pas le faire. Et le monsieur qui me dit, le gynéco, allez réfléchir, comme ça, quand vous allez revenir, je pourrais vous orienter là où il faut partir. Bon, je retourne à la maison, je dis non, je vais pas le faire. Je retourne voir le gynéco et je dis non, j'accepte les 2 enfants comme ils sont. Des jumeaux encore? Des jumeaux encore, voilà. Wow. J'ai dit, Seigneur, des jumeaux encore. Et j'avais gardé la grossesse aux grands. J'avais pas dit à mes grands que j'étais enceinte. J'ai gardé ma grossesse parce que j'ai toujours des grossesses difficiles. Tellement qu'il y a la tension à la maison, tu n'es pas à l'aise. Tu peux pas accoucher à 7 mois, comme tout le temps j'accouche, non. Je suis pas à 9 mois. Je suis toujours hospitalisée à partir de 6 mois. Pour mes filles, j'étais hospitalisée les filles, elles sont nées en juin. J'étais hospitalisée depuis mois d'avril, fin mars, début avril. J'ai laissé mes enfants à la maison. Les garçons, j'étais hospitalisée début juillet, j'ai accouché qu'en septembre. Mais en partant comme ça, j'ai abandonné mes enfants. Parce que je me disais, les papas congolais, l'éducation, c'est la mère qui donne. Parce que papa congolais va rentrer à la maison. Déjà, quand tu rentres à la maison, tu sens déjà l'odeur de l'alcool. Je me disais, mais je laisse mes enfants, mais il a peut-être bu. Est-ce qu'il s'occupe bien des enfants? C'était vraiment l'appréhension que j'avais. Et pour ne pas, comment dirais-je, pour enlever cette peur, je lui disais toujours, après l'école, tu me ramènes les enfants, les grands, à la maternité. Je faisais les devoirs avec les enfants, j'étais encore à l'hôpital. Ça ne peut pas les laisser avec le papa. Pour ne pas, voilà, comme ça je sais que non, ils ont appris, ils savent leurs leçons, ils vont partir demain, je sais que ça sera à rentrer. Donc tu passes jusqu'à là, tu passes toute ta vie à toujours à penser aux autres. Voilà. Voilà. Et ça, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait jusqu'à, je vais dire, jusqu'à ce que j'ai eu tous mes enfants. J'avais même demandé, je me rappelle, tellement que j'en avais marre, je suis partie à la mairie, je dis, madame, j'en peux plus. Aidez-moi parce que je ne peux plus rester à la maison. Mes derniers, ils ont 2 ans. Je sais que les filles, elles vont rentrer à l'école là, mais je vais vraiment retourner au travail. Prenez-moi les 2 derniers au centre de loisirs, s'il vous plaît. Et la dame qui m'avait reçue, elle était gentille, elle m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez reprendre votre travail.
Sauf que il faut de temps en temps les ramener le matin. Et vous les récupérez à midi après le repas. Comme ça, vous pourriez retourner au travail. Et moi, ça m'a soulagée. Mais j'ai laissé la responsabilité à mes 2 grands. Voilà. Mais avant même, j'ai même oublié. C'est pour ça quand on dit femme sage bâtit sa maison, c'est bien beau de dire cette phrase. Ça me fait trop rire parce que on va pas jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai été une femme sage. Quand il fallait préparer, je préparais. Quand il fallait servir, je servais mon mari. Mais mon mari, il était tellement violent que à tout moment, il m'agressait. Vous faites la sémoule, vous mettez sur la table, vous le servez comme un roi, il vous prend, il vous balance sur la tête. La sémoule. La sémoule. Et à un moment, tu te dis, mais je te sers et tu veux encore me balancer la sémoule. Quelle raison? Voilà. Oh, parce que tu réponds. Oh, il y avait toujours... Juste parce qu'en fait, tu avais du répondant. Voilà. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Après, moi-même, je me posais la question, mais c'est moi ou c'est lui? Mais je finissais toujours par dire que non, c'est moi. Mais quelqu'un qui te fait la sémoule gentiment, qui te sert, respecte quand même cette personne. Hein? Tu mets... Oh, Seigneur. Waouh. Je pense que tu vas comprendre. C'est pas facile. On veut te mettre dans la baignoire avec de l'eau chaude pour que tu fermes ta bouche. Mais tu dis aux enfants, sortez, partez chez la voisine. Tout ça, quand je raconte tout ça, je me rappelle de toutes ces petites choses-là. Je me dis, pourquoi j'ai gardé tout ça pour moi-même? J'aurais dû en parler. Aujourd'hui, tu en parles. Mais aujourd'hui, j'en parle, mais je suis détruite. Yes. Aujourd'hui, j'en parle comme ça, mais en même temps, quand j'ai repris mon travail, j'ai laissé la responsabilité à mes 2 grands. C'était plus difficile. Je sais pas si tu veux en parler. C'est à mon tour. Oui, Waouh. Vous avez entendu la première version de la maman. Vraiment, c'est... voilà, aujourd'hui, elle s'est exprimée. Elle a dit tout ce qu'elle avait en elle pendant des années et des années et des années. Comme quoi, c'est très, très, très dangereux de tout garder pour soi. Et comme je dis souvent, l'erreur de nos mamans, vous êtes beaucoup à faire ces erreurs-là, à vouloir, même pas à vouloir, à venir au monde pour vous, soit pour les maris, ou soit pour les enfants. Et vous, votre vie à vous, ça compte. Votre bonheur compte. Il est très important aussi d'avoir une vie privée. Parce que nos mamans, vous n'avez plus de vie privée. Parce que votre vie, c'est les enfants et le mari. Bâtir la maison, c'est bien. Mais bâtir d'abord sa vie, c'est plus important. Parce que déjà, en fait, on supportait pas. Tu sais, quand t'es dans la chambre et que t'entends un couvert qui tombe par terre, une claque qui se porte, boum, tu restes pas dans la chambre. Et il y a le cadet, celui qui me suit à l'époque, il avait 11 ans seulement. Il avait 11 ans seulement. Il s'est mis entre nous, tu vois, et il a dit, tu la touches pas, tu la frappes pas.